Voilà, c'est parti. Donc, pour ce deuxième webinaire de restitution des résultats de recherche issus des travaux de recherche du Centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public. Donc, il s'agit d'éléments de compréhension de nouvelles formes de soins, d'expériences, de tandem, de partenariat médecin-patient en milieu clinique, en milieu de soins, qui est en fait un article qui va être publié dans le prochain numéro de la revue Le partenariat de soins avec le patient Analyse, que nous avons coécrit avec Nicolas Fernandez, que je vais laisser se présenter, et moi-même, que vous connaissez, je pense tous, hein, Luigi Flora, patient partenaire, co-directeur patient du Centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public, et puis aussi conseiller au Centre d'excellence du partenariat avec les patients et le public à l'Université de Montréal, entre autres. Et puis, si tu veux bien te présenter, Nicolas. Oui, bonjour, Nicolas Fernandez, professeur en pédagogie. Je suis spécialiste de la pédagogie des sciences de la santé et je suis patient partenaire également. J'ai une greffe rénale et donc je suis associé au CEPP et aussi je travaille avec le centre de recherche de l'Institut universitaire gériatrique de Montréal, en plus du CHUM évidemment. Et donc je travaille avec Luigi depuis un certain temps et puis je m'intéresse beaucoup au savoir expérientiel. Alors, je suis ravi d'être là avec vous et ravi de revoir certains d'entre vous parce que j'étais à Nice cet été, cette année, et j'ai rencontré plusieurs d'entre vous. Alors, ça me fait plaisir de vous revoir. Et sur les savoirs expérientiels, on a réalisé il y a une dizaine de jours une capsule vidéo à Liège pour la fin d'une recherche financée par l'Union européenne. Et une fois que les colloques de conclusion seront terminés, on mettra cette vidéo en ligne et ça parle en fait de ces savoirs expérientiels plus précisément. Et puis peut-être qu'on fera d'ailleurs un webinaire de restitution sur cette recherche dans les prochains mois. Donc, en fait, en termes de responsabilité sociale en tant que co-directeur patient du centre d'innovation, je veux dire que j'ai aucun lien avec ceux qui font le commerce de la santé. Vous pouvez retrouver ça sur la base de données, en fait, transparence.gouv, hein, si vous voulez chercher. Et moi aussi, j'ai oublié de modifier cette diapo et inclure mon nom. Moi aussi, j'ai pas d'intérêt Pas d'intérêt non plus aux dans la compagnies base pharma. canadienne. Voilà. Donc, rappelez que en fait, les tandems de partenariat de soins dont on va parler, là, ils sont issus tous les deux du DDU, en fait, Art du sang en partenariat avec le patient, hein. Donc, c'est un DU qui, à son origine, en 2018, 2017-2018, lors de son année de lancement, a reçu le prix PEPS de l'innovation en formation pédagogique en formation tout au long de la vie de la part du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Dire que ce DU, il a commencé en fait par un DU à la faculté de médecine, qu'il a été à l'époque Arnaud Alloy, qui est ici présent, anthropologue, faisait partie de l'équipe pédagogique pendant l'année de confinement, de la première année de pandémie. En fait, on n'a pas voulu lâcher les étudiants. On a fait une première séance de 2 heures en ligne. Et puis, comme on a vu que les étudiants étaient contents et que nous, on arrivait à faire des choses, on a continué l'année en ligne. Et lors de la soutenance, une des étudiantes, une patiente partenaire qui étudiait dans ce DU, elle nous a dit, après la soutenance, bah, moi, pendant l'année, j'ai monté une association nationale. Ça serait bien que ce DU existe aussi au-delà du territoire niçois et alentour. Et donc, comme on écoute les étudiants qui viennent dans notre formation, comme les autres personnes d'ailleurs avec qui on parle, eh ben, on a doublé ce DU avec un DU en ligne. Dire que ce DU, en fait, il a deux projets. Le projet d'essayer de développer de la réflexivité, un esprit critique tout au long de la formation pour s'autoriser à, et que pour ça, on propose de monter un journal de bord dont vous donnez des éléments importants de vos transformations de comportement et de représentation pendant la soutenance. Et que la deuxième chose à faire, c'est un projet d'impact social. Et donc, ces tandems de partenariat médecin-patient ont été créés, l'un dans le DU à la faculté de médecine et l'autre dans le DU en ligne. Voilà. Donc, c'est des tandems qui sont vraiment issus de cette formation pour vous donner des idées de projets pour ceux qui étudient cette année le DU. Donc, on va commencer par les tandems de partenariat hospitalier. Donc, c'est une patiente partenaire qui a fait le DU, qui avait un peu ce projet-là, et puis un autre projet qui n'a pas vu le jour de monter un,
un groupe de parole, mais aussi à dimension, à médiation artistique pour la féminité des femmes qui sont touchées par le cancer. Et ce projet n'a pas vu le jour. Par contre, le tandem de partenariat hospitalier, lui, a vu le jour. Donc, cette patiente partenaire, elle est arrivée dans son service. On lui a d'abord proposé de se mettre dans le couloir, au bout du couloir, avec une table. Et, en échangeant avec les médecins, elle a fini par commencer avec un tandem de partenariat avec une médecin spécialiste de lymphologie. Donc, c'est un problème qui survient surtout, le lymphodème ou le lipodème, qui survient surtout en effet secondaire du cancer, mais pas que. Et elle a commencé à faire en fait une consultation avec ce patient, avec ce médecin. Et puis au fil des échanges, en fait, les deux médecins de ce service ont fini par exercer en tandem de partenariat avec cette patiente. Donc, pour vous donner une idée, en fait, la manière dont ça se passe, c'est que le patient partenaire, la patiente partenaire et le ou la médecin, parce que c'est un homme et une femme, en fait, ou une femme, demande si la patient ou la patiente qui vient consulter a le consentement que la consultation se passe en tandem. Et dans ces cas-là, en fait, si je reprends un peu les travaux de Marie-France Mamzer, hein, qui dirige le département d'éthique de l'université, de la faculté de médecine de l'université Paris-Cité, qui nous décrit un peu comment se passe une consultation, un malade qui vient avec son vécu, qui devient patient à partir du moment où il rentre dans la consultation et avec rencontre avec le médecin, avec un interrogatoire et un examen physique, avec différents types d'examens, qui élabore un diagnostic et puis qui fait une prescription. Ça, c'est la consultation classique. Dans le cadre, en fait, des deux tandems de partenariat, là, ce qui se passe, c'est que s'il y a consentement, en fait, avec un tandem de partenariat, il va y avoir l'entretien qui va se faire avec le tandem de partenariat médecin-patient si le patient ou la patiente qui consulte consent. Et puis, dans le premier cas, en fait, il n'y aura pas d'examen, pas de présence du patient ou de la patiente dans l'examen clinique. Ça, c'est avec le médecin. Donc, le diagnostic sera fait par le médecin. Et puis après, lors de la prescription, en fait, la patiente va donner des éléments de vie avec la maladie que ne connaît pas forcément si bien, et surtout d'emploi de matériel quand c'est nécessaire. euh, qui sera plus dans laquelle la patiente a une expérience et aura plus en fait d'éléments pour enrichir la prescription. Dans le deuxième cas, en fait, quand c'est les deux femmes qui consultent ensemble, je donne les éléments factuels, hein, il y a cet entretien qui a lieu, et puis s'il y a consentement, eh ben, la patiente et la médecin regardent aussi au niveau clinique, c'est-à-dire vraiment à l'examen physique, c'est quels sont les symptômes, comment ça se présente, etc. Et il y a vraiment une co-construction et une co-divulgation en fait des informations au patient ou à la patiente qui consulte, un co-diagnostic. Et dans ces cas-là, en fait, il y a vraiment une co-prescription. C'est vraiment une co-prescription complète qui est faite avec, eh ben, puisque c'est réglementaire, en fait, la médecin spécialiste qui écrit la prescription, mais la prescription est vraiment co-construite. Et donc, on voit que dans ce cas-là, en fait, c'est ce que nous appelons, puisque nous sommes en ligne, une consultation synchrone, c'est-à-dire où le patient ou la patiente partenaire et le médecin, en fait, consultent ensemble. Le deuxième modèle, c'est celui en soins primaires qui a déjà été un peu détaillé par Lisa Burel le 27 novembre lors de la thèse de soutenance. Donc, c'est dans ces cas-là, en fait, une consultation asynchrone, c'est-à-dire que un médecin va voir, enfin, là, les exemples, c'est le médecin voit des patients ou des patientes qui arrivent et qui reviennent très régulièrement avec une espèce de confusion dans ce qu'elles sont vraiment leurs demandes, qui n'ont pas une demande précise. Et donc, la médecin se retrouve un peu insatisfaite de ce qui se passe pendant la consultation. Et puis, elle commence à être préoccupée parce que bah, elle a beaucoup de patients à voir et quand elle revoit tout le temps un patient revenir, ça lui crée une forme d'insatisfaction. Dans ces cas-là, elle va demander au patient ou à la patiente si elle veut bien consulter avec un patient partenaire. Si le patient ou la patiente accepte, et en général ils acceptent, euh, il y a un entretien qui va avoir lieu après avec le patient partenaire. Et puis ce que réalise la médecin, c'est qu'assez rapidement, excusez-moi, assez rapidement, les consultations s'espacent et quand le patient ou la patiente revient, elle revient assez rapidement avec des questions très, enfin des demandes très précises, ce qui en fait
améliore la qualité de travail, la qualité de vie au travail de la médecin. Alors pour ces tandems de partenariat qui ont été mis en place juste après les confinements de la pandémie, donc ça a commencé en 2022, on a proposé un cadre d'accompagnement parce que c'est des activités assez innovantes, avec un groupe d'analyse de pratique qui a lieu mensuellement, avec ces patients, ces deux patients partenaires, mais aussi d'autres patients partenaires qui sont impliqués dans les soins, qui fassent de l'éducation thérapeutique ou d'autres formes d'accompagnement. Et puis, quand on a commencé ces groupes d'analyse de pratique, en fait, les patients partenaires ont demandé à ce qu'il y ait en plus un cercle de parole, c'est-à-dire quand le groupe d'analyse de pratique, on vient et puis un patient présente une situation clinique qu'il va détailler ou parce qu'elle lui a posé question ou parce il s'est retrouvé avec des problèmes ou parce que ça a très très bien marché. Et puis, il va en fait dérouler cette situation et on va analyser en commun cette situation. Et un deuxième groupe de paroles hein, qu'on n'a pas réussi à réguler vraiment, vraiment tous les mois, mais qu'on fait quand même assez régulièrement de manière espacée, où les patients peuvent parler de plein de choses différentes et pas forcément d'une situation. Mais le groupe d'analyse de pratique, il est suivi ensuite, en fait, et ça, dans ce groupe d'analyse de pratique, on a eu une patiente partenaire qui a commencé cette activité en 2017, donc à Montréal, au Québec, qui continue à officier, donc depuis pas mal d'années maintenant, qui a fait le DU art du sang en partenariat avec les patients en ligne, et puis qui depuis a rejoint l'équipe pédagogique, et comme elle pratique, eh ben, elle participe aussi à ces groupes d'analyse de pratique. Et puis, quand il y a eu ces groupes d'analyse de pratique, ce qui se passe, c'est que moi, je les enregistre parce qu'on a des gens qui sont sur le territoire français. On a quelques personnes qui ne sont pas forcément sur Nice, hein, dans la région, mais aussi on a des patients qui sont ailleurs, en France, voire à l'étranger. Et moi, je fais un enregistrement, je fais une saisie que j'envoie au patient partenaire qui a déployé la situation. S'il consent, après, je remets ce document à tous les patients qui peuvent relire en fait ce document à froid dans une deuxième lecture, ce qui leur permet d'avoir une deuxième couche d'apprentissage. Et puis, dans un troisième temps, en fait, ce que je fais, c'est que je refais 3 semaines, un mois, 3 mois après, je revois le patient avec le film de la mise en application. Et puis, on refait une analyse de cette situation-là. Et dans ces cas-là, en fait, on a une grille d'analyse qui est ce qui s'appelle la clinique de l'activité, où je vais aller réinterroger la situation au vu des modes de régulation, comment le patient se régule dans la situation, comment il se régule avec l'autre professionnel de santé, comment il se régule avec le patient ou la patiente qui consulte, avec aussi les tâches, quelles sont les tâches que font l'un et l'autre hein, selon le patient au sein de ce tandem de partenariat, et puis qui prend les décisions, et voilà. Ce qui nous permet d'avoir des éléments en fait tangibles de comment en fait fonctionne ce tandem de partenariat de soins avec le patient. Avec ça, en fait, on a commencé à travailler à partir de ce matériau-là, de tous ces textes. On a commencé à travailler avec Nicolas Fernandez et je vais lui laisser la parole pour présenter un peu la manière dont on va travailler. Oui, alors, mais à partir du triangle que vous avez vu à la page antérieure, où on voit hein, les instruments, le sujet, l'objet, les règles, la communauté et la division du travail, c'est un peu la grille d'analyse. Mais pour chaque partenaire, on fait un triangle comme ça et on colle les données des entretiens sur ce triangle-là. Donc, qui travaille, avec quel instrument et sur quel est l'objet. Par exemple, le médecin, lui, il va travailler avec son savoir biomédical et son objet, ça va être la prescription. Le patient travaille, lui, avec une communication plus expérientielle et son objet de travail, ça va être la compréhension et la compréhension du vécu du patient. Et donc, l'issue de ce triangle-là, ça va être ben, une meilleure prise en charge parce qu'on me comprend, une compréhension. Puis du côté du médecin, ben, il va avoir un meilleur ajustement des doses thérapeutiques du médicament. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on a établi ça, on a un peu mis les données sur ce triangle-là, ben là, on va avec une analyse thématique qui est classique dans le monde de la recherche qualitative, celle de
Brown et Clark, qui étaient des psychologues des psychologues et qui regardaient la psychothérapie, hein, les pratiques de psychothérapie à l'époque. Et donc, eux, ils ont produit un modèle qui est très parcouru maintenant, et très populaire, qui donne un cheminement, comment faire l'analyse qualitative. Donc, on se familiarise, on lit les transcriptions. À partir de la lecture, ben, on sort quelles sont les grandes thématiques, les codes initiaux qui sont sortis. On recherche à partir de ça des thèmes qui ressortent des données, puis on les examine, puis en fait, on les partage par la suite avec d'autres qui font le même travail en parallèle. Et là, on rédige un rapport par rapport à tout ce qu'on a trouvé dans des données. On rédige un peu qu'est-ce que les données nous disent par rapport à notre question de recherche. Ensuite, une autre manière qu'on a adoptée, c'est un autre triangle, mais ça vient de Giddens, des travaux de Anthony Giddens, qui était un sociologue britannique des années 20, qui travaille encore, mais qui a développé cette conception-là de la structuration organisationnelle. C'est-à-dire qu'un individu, quand il est dans euh, une institution, hein, il va se développer en fonction de trois dynamiques ou trois éléments dynamiques forts qui vont influencer comment l'individu va s'intégrer dans l'institution et comment l'institution elle-même va être développée. Donc, il y a une structuration relationnelle, donc comment l'individu va interagir avec ses proches, les gens avec qui il travaille. Il va y avoir une structuration identitaire, quelles sont les identités des personnes impliquées, qui peuvent être, dans notre cas, c'est vraiment le patient et le patient, en fait, puis le patient partenaire qui a une identité propre, donc il y a vraiment là une distinction, et le médecin ou le traitant, et la structuration organisationnelle qui inclut toutes les règles et la culture, les us et coutumes de l'endroit, voilà, à telle place, à Nice, par exemple, dans tel hôpital, on pratique de cette manière. Ça, c'est la structuration organisationnelle. Et tout ça, tous ces trois dynamiques vont avoir un impact sur le tandem, sur comment le tandem va travailler. Donc, comment le médecin et le patient partenaire vont interagir, vont travailler pour résoudre des problèmes, etc. Donc, il y a une partie, ce travail-là va déterminer en partie par la structuration relationnelle, par la structuration organisationnelle, les mœurs et coutumes de l'endroit et la structuration identitaire, bien évidemment. Donc ça nous a servi pour regarder les propos que les gens ont tenus en fonction de leur expérience de tandem de partenariat. Et donc, on a fait tout ce travail-là, donc ça, vous pourrez le lire en détail dans l'article hein, dès qu'il sera publié. Et donc, on a des facteurs clés qui ont été identifiés. En fait, il y a de nombreux facteurs en fait qui sont des facteurs, si je peux en fait vraiment réduire, qui sont des facteurs qu'on devrait retrouver en fait dans toute relation de soins et pas même entre professionnels, même quand il n'y a pas de patient partenaire, même si les patients partenaires là sont professionnalisés hein, dans leur travail, hein, en sachant que la professionnalisation, c'est pas juste la rémunération, hein, c'est des compétences communes, il y a tout un ensemble de facteurs que je ne vais pas détailler ici, hein. Mais la compatibilité intrinsèque entre les membres du tandem, ce qui vaut ou devrait valoir, comme je le disais tout à l'heure, pour tout exercice du soin, euh, la confiance qui doit s'opérer entre les parties prenantes, hein, entre le patient partenaire, le médecin, le patient partenaire, le médecin et le patient qui consulte, hein, qui vaut aussi pour toute relation de soins. La manière dont chacun des membres du tandem y trouve et y précise sa place et le champ d'expertise qui lui incombe. Donc la clarification des rôles, quelque chose qu'on travaille beaucoup, nous, dans l'enseignement à la collaboration interprofessionnelle en partenariat avec le patient, hein. Et là, en fait, on ne peut pas trouver dans les trois tandems qu'on a explorés, on ne peut pas trouver un protocole, hein. Il y a vraiment une manière. Alors, il y a quelques invariants, mais il y a vraiment, c'est de la relation humaine, hein. Il y a vraiment des particularités à trouver avec chacun par rapport aux éléments qu'a précisé euh, Nicolas juste avant. La compréhension de l'expertise ou de la complémentarité de chacun. Et puis, la détermination et la répartition des tâches de chacun basées sur les savoirs, comme l'a détaillé succinctement Nicolas juste avant, quoi. Et puis,
Au-delà du moment de consultation, qu'il soit en synchrone ou non synchrone, hein, il y a la nécessité de la création d'espaces formels, comme le groupe d'analyse de pratique qu'on a mis en place pour cette activité émergente, mais aussi informels. Comment le médecin et le patient ou la patiente partenaire communiquent en dehors du moment de la consultation pour pouvoir en fait avoir la meilleure qualité de soins possible. En conclusion, en fait, les tandems rencontrés s'investissent beaucoup dans la régulation de leur travail collectif. La création d'un centre d'innovation avec unité de recherche pour développer cette culture du partenariat de soins, de cet art du soin en partenariat est un facteur favorisant, hein. Nous émettons l'hypothèse que ce type d'exercice du soin peut constituer une réponse appropriée à la problématique que nous rencontrons actuellement en matière de démographie médicale, que ce soit en France ou au Québec, et à peu paraître dans tous les pays occidentalisés, pour ne parler qu'eux. C'est une réponse qui permet de surcroît d'améliorer la qualité de soins offerts à la population tout en impactant positivement la qualité de vie au travail des cliniciens. Par exemple, un médecin généraliste dont je parlais tout à l'heure, elle nous a dit, moi, en fait, d'avoir ce patient partenaire comme possible consultation, en plus de l'ensemble des consultations que je fais, ça me permet d'éviter une surcharge cognitive. Donc, il y a vraiment euh, une souffrance au travail qui peut être évitée par la mise en place de ce type de tandem. Et dans le contexte actuel d'exercice du système de santé, représente, pour nous, ça représente vraiment une valeur ajoutée, hein. Après, là, ce sont que des deux travaux exploratoires, hein, ceux du 27 et ceux qu'on vous présente là. Ça demande d'aller plus loin, mais ce plus loin, en fait, eh ben, ça doit être mis aussi en exergue de la possibilité d'une mise à l'échelle. C'est-à-dire que là, on a travaillé pendant 2 ans avec des tandems pilotes, et maintenant, on va pouvoir vraiment accompagner plus de tandems de la sorte pour pouvoir continuer. Donc, j'aime bien finir par une citation, hein. Dans les années à venir, la prise en compte de l'expérience humaine et de ce processus de transformation vont devenir non seulement nécessaires aux investigations scientifiques, mais véritablement essentielles. Et avec les savoirs expérientiels, c'est vraiment ça qu'on voit, hein. C'est Francis Varela, qui est un grand chercheur, qui nous a en fait mis cette mutation. On va s'arrêter là pour la discussion, pour la présentation, et puis on va prendre vos questions, en sachant que je mettrai la présentation aussi en ligne et que à la fin de la présentation, il y a la bibliographie que je ne vous ai pas présentée là parce que bon, pour le moment, ça n'a pas tellement d'intérêt, mais vous pourrez la retrouver sur la page des webinaires. Nicolas et moi sommes comme des scouts, prêts à vous répondre. Oui, Arnaud. Bah, tout d'abord, bravo, hein. C'est super. C'est vraiment super. Moi, je me pose une série de questions relatives aux différents facteurs que vous avez énoncés. Euh, Notamment, rien que le premier, déjà, la compatibilité intrinsèque entre les membres du tandem. Comment, je veux dire, sur quels critères on se base? Enfin, tu vois, déjà, est-ce que le patient est en tandem avec un professionnel de santé dans un domaine qui le touche lui personnellement, ou bien est-ce qu'on peut interchanger, je vais dire, les patients partenaires? Euh, en fait, pour chacun des critères, je m'interroge sur, pour le médecin, on sait quelles sont ses compétences, euh, on sait quel est son rôle, lui, il a appris quelle est sa place, sa posture. Ce n'est pas nécessairement le cas du côté du patient. Et donc, ma question, c'est vraiment en amont, comment faciliter la rencontre de ces différents facteurs? Parce qu'on sait, enfin voilà, est-ce que ça se fait sur le tas ou bien est-ce qu'il y aurait moyen déjà de, en amont, je ne sais pas sélectionner, mais en tout cas se dire, ben, on va plutôt mettre tel patient avec tel médecin, etc. Alors, si tu veux bien, Nicolas, je vais répondre. En fait, J'aurais aussi des choses à dire, oui. je vais répondre par strat et puis Nicolas complétera. Alors, en fait, ta première question, dans ce que je me rappelle, hein, c'était euh, comment on connaît la compatibilité. Est-ce qu'on a des éléments pour voir ça? Parce que tu dis, le médecin, on connaît bien ses compétences, le patient, on connaît pas on connaît moins ses compétences. Mm. Alors, il y a une partie vraie, une partie pas vraie. C'est-à-dire que nous, on recrute les patients partenaires, je le rappelle, sur un référentiel de compétences Mm. qui, lui, est publié, hein, donc vous pouvez y avoir accès, hein. Et puis, dans le cadre
d'un des tandems de partenariat, celui en soins primaires, en fait, ils ont fait le DU ensemble. Le médecin et la patiente se sont rencontrés dans le DU, ils sont sur la même zone géographique et ils ont commencé. Donc, la confiance et tous les éléments de la compatibilité, elle s'est construite avec le temps au sein de la formation, déjà. Donc, on savait à la fin de la formation que ça aurait lieu. Et puis, euh, lui, il a d'abord eu des patients dans sa problématique de santé et aujourd'hui, il a des patients qui sont plutôt pas dans sa problématique de santé. Pour répondre à ta deuxième partie de question. Dans l'autre cas, dans le cas de la patiente partenaire qui consulte à l'hôpital en synchrone, elle avait fait la formation, les médecins n'ont pas fait la formation. Et d'ailleurs, j'ai oublié de détailler, mais en fait, dans le dispositif de recherche action et d'accompagnement des patients, il y a aussi l'accompagnement des médecins qui n'a pas pu se mettre en œuvre pour une raison institutionnelle, c'est-à-dire que en fait, les médecins hospitaliers, on ne pouvait pas avoir directement contact avec eux parce qu'on avait, on avait des complications avec la direction partenariat en fait du CHU. La personne est partie à la retraite, on a une nouvelle responsable qui, elle, est très ouverte. Donc, on est en train de mettre en place, en fait, donc ce quatrième dispositif ou troisième dispositif qui est des groupes d'Alint, l'équivalent de groupe Balint, c'est-à-dire des analyses de situation pour les médecins, mais là pour les tandems de partenariat, dans lesquels les situations d'analyse seront prises ensemble avec les médecins et les patients, avec le tandem complet. Ce qui va aussi enrichir le travail qu'on va poursuivre avec Nicolas sur le sujet. Et alors, dans ce cadre-là, en fait, il n'y a que la patiente qui avait fait la formation. Donc, elle, on connaît son registre de compétences. Et puis, eh ben, après, ça a été petit à petit, comme je l'ai décrit, que la patiente a gagné, en fait, la confiance de chacun des médecins. Mais là où, en fait, il y a une inconnue, c'est quand même sur les compétences de travailler en partenariat avec un patient, c'est l'inconnu aussi bien pour le professionnel que pour le patient. Je dirais même que le patient est plus prêt que les professionnels parce que dans ce deuxième cas à l'hôpital, la patiente, elle a fait la formation avec nous, donc elle a été accompagnée sur le partenariat, elle avait déjà de premières expériences que n'avaient pas les professionnels de santé. Donc on voit bien que dans les deux cas, patients et professionnels, il y a du connu, il y a des compétences qu'on a déjà référencées. Alors, c'est sûr que les compétences des patients sont beaucoup plus récentes que les compétences des médecins, même si les compétences des médecins bougent, parce que le système de santé bouge énormément, hein. Il y a des compétences intrinsèques qui n'ont pas à bouger, qui ont juste à s'actualiser, mais il y a aussi de nouvelles compétences qui apparaissent. Et puis, pour les patients, en fait, ils ont une partie de compétences qui est peut-être inconnue des professionnels de santé qui débutent, mais dont les patients sont déjà bien aguerris. Je ne sais pas si j'ai totalement répondu à ta question, mais voilà. Et puis, je vais laisser Nicolas compléter si. Oui, je pense que dans votre question, il y avait la dimension un peu de la complémentarité, hein, du médecin et du patient partenaire. Et ce qu'on a observé dans les propos tenus par chacun, c'est que pour le médecin, ça devenait un appui intéressant parce que le patient partenaire pouvait s'occuper de toute une série de questions, d'interrogations du patient que lui n'était pas équipé pour faire. Hmm. Et de sorte que ça diminuait un peu sa charge de travail. Comme vous avez vu dans la diapositive de Luigi, celle avec la flèche, là, au début, on le voyait souvent, mais avec l'intégration du patient partenaire dans le tandem, ben, ça faisait en sorte qu'on le voyait moins parce que c'est le patient partenaire qui prenait le relais. Et en fait, Hmm. ce qui est intéressant, et c'est une des choses qui ressort très clairement dans ce travail-là, c'est quoi l'apport du patient partenaire? C'est un peu ça la question. Si on s'éloigne un peu de la vision classique de la médecine, où c'est le médecin qui décide et puis qui règle tout, ben, il y a tout un pan du vécu de la maladie, de comment faire des choix dans la vie, euh, rehausser les compétences déjà existantes ou les reconnaître et les améliorer du patient pour mieux intégrer ces nouvelles conditions de vie, par exemple. Et ça, c'est vraiment des balles qui peuvent tomber dans la cour du patient partenaire. Et je pense que c'est là où on trouve, moi j'ai trouvé des données intéressantes dans ce travail-là, où il y avait des endroits, des zones légitimes d'intervention du patient partenaire qui n'appartenaient pas au clinicien. Et il y a des initiatives qui ont été vraiment à l'origine
du patient partenaire du tandem parce qu'il a entendu des choses et il a proposé des dispositions auxquelles la médecin n'avait pas pensé. C'est arrivé. Et puis pour compléter, avant de passer la parole à Jean-Michel, en fait, je t'ai répondu sur le patient en soins primaires qui voit aujourd'hui des patients qui sont autres que dans sa problématique de santé. La patiente partenaire à l'hôpital, elle est dans un service spécialisé sur un truc et elle est vraiment sur une grande partie de ce qu'elle connaît, mais elle a aussi découvert d'autres problématiques que la sienne qui sont traitées dans ce service-là, quoi. Donc elle fait les deux. Elle travaille vraiment beaucoup avec des problématiques qui sont sa problématique, mais aussi avec des problématiques qui sont pas si éloignées que ça, mais qui sont au-delà de sa problématique personnelle. Jean-Michel? Oui, je voulais encore répondre sur des facettes à la question d'Arnaud. Je ne suis pas sûr que vous ayez répondu. C'était la question de la compatibilité intrinsèque, donc, et de cette compatibilité, en fait, ça s'est fait progressivement et ça s'est fait en 3 temps, en fait. Puisqu'au départ, la patiente concernée a vu les patients du service en asynchrone, c'est-à-dire seule avec le patient. Puis ensuite, elle a vu la patiente avec un des médecins. Et ensuite, elle a vu les patients donc en synchrone avec les 2 médecins. Donc, il y a eu 3 temps. Et puis finalement, même, il y a eu un autre temps, c'est que maintenant, les médecins l'invitent dans les colloques pour expliquer ce qu'elle fait. Donc, voilà, c'est pour dire que ça s'est fait progressivement, en fait. Voilà. Donc, il y a plusieurs possibilités de compatibilité et il y a eu tout un temps de mise en confiance, etc. Voilà. Et puis, je peux rajouter encore un élément, c'est que la médecin généraliste, donc en soins primaires, jusqu'ici, elle a fait de la synchrone, mais on lui a fait part, en fait, on lui a restitué, parce que elle est concernée, hein, on lui a fait part de l'article qui va paraître, et depuis, elle voudrait aussi faire des consultations synchrones, donc sur la même modalité. Donc, on va suivre ça pour savoir quand est-ce qu'elle décide de le faire en synchrone, quand est-ce qu'elle décide de faire asynchrone. Mais on voit bien que, voilà. Et puis, un élément important, ce qu'elle nous a dit aussi en entretien, c'est que bah, quand elle a totalement confiance au patient partenaire, et quand elle le confie au patient partenaire, elle n'a pas vraiment besoin de connaître tous les éléments de ce qui est dit avec le patient partenaire, parce que justement, c'est ce qui lui permet d'améliorer sa qualité de vie, c'est de faire complètement confiance au patient partenaire, qui va lui ramener des initiatives ou des choses à faire sans avoir à détailler tout le récit du patient. Parce que voilà. Vous avez le droit de faire des commentaires, hein. Elisabeth. Oui, en fait, j'entends dans votre. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est inspirant et ça donne des idées. Euh, et j'ai entendu dans vos diapos, j'ai entendu dans ta présentation vraiment cette notion de respect de la place du tandem quoi, dans sa globalité. En fait, j'ai vu en fait la place du patient partenaire qui était intégré dans le parcours de soins Hum. et tout en avec un cadre et en même temps, j'ai vu aussi une certaine confiance et de lui approprier en fait, par exemple, l'entretien ou bien dans les soins primaires où elle était un peu plus à l'écoute, mais en sollicité en tout cas. Et je trouve ça inspirant et je me pose la question, est-ce que si par exemple, euh, je parle pour moi, hein, mais c'est dans le cadre du DU, est-ce que si par exemple euh, j'ai contact avec une structure hospitalière ou un médecin, je pourrais proposer un projet de, De cette sorte? de, Oui, bien sûr, oui. pour Là, dans le cadre ouais, pour, c'est des idées qui ont été initiées par les étudiants, hein, du DU, hein. Nous, on a présenté des choses qui se font déjà,
Mais après, vous savez, le DU, c'est vraiment, vous allez vous rendre compte, parce que vous venez de le débuter, enfin, tu viens de le débuter, mais je parle plus largement. En fait, c'est vraiment, on est vraiment sur, on part à partir de ce que vous êtes et de ce que vous faites et de vos aspirations. Nous, on n'est qu'un catalyseur et puis on a un appui méthodologique qui permet en fait d'avancer en confiance. Et comme c'est souvent des initiatives assez innovantes, de documenter pour justement faire ce qu'on fait là, des articles de recherche derrière, de diffusion des connaissances acquises, quoi. Ok, merci. J'ai beaucoup aimé et ça donne. Les graines arrivent jusqu'à la réunion, donc je vais réfléchir comment faire arroser tout ça. Voilà, merci. Après, ce que je peux répondre, à moins que quelqu'un ait une question, pour revenir sur les interrogations d'Arnaud. Euh, Moi, je pense que par rapport à ce que tu pensais du recrutement de patients et de professionnels pour les mettre ensemble, en fait, nous, ce qu'on peut faire, c'est garantir un cadre qui est un cadre favorable, et puis après faire confiance aux individus pour qu'ils exercent comme ça. Ce dont on doit être attentif, c'est que ça ne devienne pas une injonction. Ou si ça devient une injonction institutionnelle, en fait, les gens vont être couplés ensemble, alors que, comme ça se passe hein, souvent, alors que, en fait, normalement, si on veut vraiment être dans le soin à partir d'une relation humaine, on sait bien il y a des gens avec qui ça fonctionne et il y a des gens avec qui ça fonctionne pas. C'est, Moi, si je dirigeais un hôpital, par exemple, je serais attentif à ça. Je ne mettrais pas des gens parce qu'ils ont des compétences. Dans les compétences, il faudrait qu'il y ait aussi les compétences de savoir-être. Et puis, c'est pas parce que chacun a une compétence de savoir-être qu'ils ont une capacité à savoir-être ensemble, parce ils peuvent avoir des caractères qui sont différenciés. Bon, c'est pas mon cas, donc je suis assez libre par rapport à ça. Mais c'est comme ça qu'on organise, nous, les tandems en pédagogie, en milieu de soins et dans la recherche. Voilà, s'il y a des incompatibilités, on vient nous voir et puis on va rectifier les choses, quoi. Donc, ça répond à une dernière partie de ta question, je crois, Arnaud. Donc, je sais pas, Luigi, si je peux intervenir, je sais toujours pas faire avec la main. Il y a une partie de la question encore d'Arnaud à laquelle on ne lui a pas répondu et que je trouve super intéressante. C'est cette idée que le médecin, il a ses façons de faire, et il connaît sa place, il connaît son rôle. Enfin, pour lui, c'est simple. Il arrive à la consultation, et puis ça fait 1 an, 10 ans ou 40 ans qu'il fait ça. Et puis voilà, il fait tout le temps pareil. Il connaît à peu près ses limites. Voilà. Alors que le patient, il a tout à faire. Il arrive dans un milieu totalement étranger, avec des façons de faire étrangères, et il doit aussi, un peu dans ce triangle-là, il doit faire avec le médecin, il doit faire avec l'institution, il doit faire avec les autres patients. Enfin, je trouve que enfin, à mon avis, comme ça, c'est 10 ou 100 fois plus difficile le travail du patient que le travail du médecin, en tout cas au départ. Et il me semble que ce qui est important dans tout ça, c'est de parler de cet accompagnement du CI3P avec très très proche, parce que essayer de solidifier et donner de la confiance au patient, parce que le patient il a tellement d'inconnus quand il commence à faire ça, et je trouve que ça ce serait bien de parler de ça au maximum, quoi, voilà. Et du patient et du professionnel, parce que c'est aussi des initiatives qui Ouais, peuvent être à risque, hein. le Et professionnel il a moins de problèmes, je pense. il a moins de problèmes, mais il a aussi moins de facilité à aller vers ce genre de pratique, sinon on n'aurait plus qui le ferait. Et juste peut-être situer Jean-Michel, hein. Jean-Michel, il participe avec moi à l'animation des groupes d'analyse de pratique. Donc il est vraiment au cœur. On est le tandem de partenariat opérationnel du Centre d'innovation du partenariat avec les patients et le public. Et donc toutes les activités d'accompagnement, il y participe avec nous. Et, si je peux ajouter un mot, je pense qu'il faut, oui, la compatibilité est importante, mais elle se voit plus tard dans la relation de travail. Au début, ce n'est pas encore c'est juste une manque de compréhension, un manque de connaissance, en fait. Et donc, il y a toujours un processus dans des relations où il y a un bas puis un haut, dans le sens que les gens apprennent à se connaître. Donc, ça, c'est. Et je pense que ce qu'on a vu, c'est qu'il y a peut-être eu des aspérités au début, où les gens avaient de la difficulté à ça. Mais une fois que ça a été réglé, ça marche bien. Donc, ça, il faut faire attention à ça, c'est-à-dire. On ne sait pas avec qui on est compatible finalement. Hein,
Et donc, ça, c'est un élément important à tenir en compte dans la question des tandems. Mais de que ça réponde à un besoin, c'est clair. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et là, on en revient Et, vraiment à l'élément important quand les patients ou les professionnels font la formation, ou les étudiants sont dans la santé, hein, c'est cette notion de journal de bord qui permet de développer de la réflexivité, et puis de cette formation qui est une formation à l'éthique et au développement de l'esprit critique. Parce que c'est la meilleure manière de se connaître, c'est la meilleure de voir, meilleure manière de voir comment en fait je peux être complémentaire ou pas avec l'autre, quoi. et ce qui me semble, là je comprends mieux le dispositif et ce qui me semble vraiment essentiel, parce que moi ma question c'est, ouais, c'est génial, mais quelles conditions pour reproduire en fait cette possibilité des tandems à plus vaste échelle. Et ce qui me semble, et ce qui me semble vraiment essentiel, c'est le rôle du C3P. Hmm. En tout cas, c'est le rôle d'un tiers. En fait, on n'est pas des tandems, enfin, oui, il y a un tandem, mais il y a toujours une médiation qui est là, qui est faite par toi, par Jean-Michel, par d'autres au sein du C3P et qui, je pense, rend possible la mise en confiance, rend possible le patient qui se sent suffisamment légitime que pour se retrouver dans un cabinet avec un spécialiste à s'adresser à d'autres patients. Enfin, et je pense que ça fait vraiment partie intégrante du dispositif, parce que c'est vrai qu'on pense tandem, on pense surtout aux deux personnages, mais en fait, c'est vraiment les conditions qui permettent l'instauration de ce tandem qui me semble crucial. Et c'est ce que le C3P, à travers le DU, etc., a réussi à mettre en place. Exactement. Et donc, la réflexion que moi j'aurais, c'est quelles sont les conditions de ce tiers élément pour rendre possible ce genre d'expérience. Est-ce que si je peux intervenir, c'est un peu la raison pour laquelle du triangle de Giddens, de la structuration Mm. organisationnelle, que ce genre de développement au sein d'une institution, de nouvelles pratiques, hein, on parle de nouvelles pratiques, les tandems, repose sur la structuration identitaire. Donc, l'EDU, effectivement, contribue à ça en donnant une légitimité aux patients partenaires et une légitimité aux compétences, c'est-à-dire aux problématiques que le clinicien voit et qu'il n'est pas capable de traiter. Donc, ça résout un peu son problème. Au niveau de la structuration relationnelle, ben, il y a des appuis, il y a de la formation conjointe, il y a un soutien qui peut être donné pour que Mm. les gens travaillent mieux ensemble. Et au niveau organisationnel, la structuration organisationnelle, ben là, il y a toutes les règles, la reconnaissance, le paiement, la rémunération, la légitimité, tout ça. Donc, selon ce modèle-là, c'est cette perspective-là de Giddens, ça suffirait pour faire évoluer l'organisation et faire émerger une nouvelle pratique. Mm. Ces trois éléments-là de base. Et je pense que le DU s'inscrit très bien là-dedans. C'est-à-dire, on travaille un peu la relation indirectement, mais surtout on travaille la partie identitaire en formant chacun, et on travaille aussi en hébergeant ce DU dans une institution, dans une faculté de médecine, avec ses règles, avec sa culture, ben ça assure ce pilier-là aussi. Mhm. Et puis je prolongerai par le fait que il y a arriver à cerner son identité, mais aussi ce qu'on on le voit au cours du DU, hein, il y a une transformation identitaire en fait, au Mm. fur et à mesure de la formation. Et c'est pour ça, quand Jean-Michel dit en fait c'est plus facile pour le patient, il ne faut pas minimiser aussi la transformation que c'est dans la répartition par rapport à l'habitus en fait de la nouvelle répartition des pouvoirs et des savoirs. Parce que en fait, on l'a vu là dans la soutenance de thèse de Lisa Burel qui a été présentée le 27 novembre. En fait, lors du jury de soutenance, le président de jury a fait remarquer que en fait, on avait complètement une transformation, c'est-à-dire que la doctorante évaluait en fait celle qui dirigeait sa thèse. Donc on voit bien que le partenariat, ça bouscule de manière systémique en fait les rapports de pouvoir. Et Mm. d'une part, et c'est ce que génère, et donc ça, c'est pas forcément facile à vivre pour les professionnels de santé, surtout dans un monde de la santé dans lequel, pour beaucoup, ils sont en souffrance à l'heure actuelle. Hein, il faut pas minimiser ça. Et l'autre chose
par rapport à ta question organisationnelle, c'est qu'on a le DU, mais le centre d'innovation est vraiment sur l'approche du partenariat, qui est une approche systémique, c'est-à-dire qu'on ne les suit pas juste pendant la formation, on continue à les accompagner après dans les milieux de soins, qu'ils soient patients ou professionnels, et puis on les accompagne en mettant en place des dispositifs, mais en ajoutant aussi de la recherche, et donc de la documentation et une analyse en plus qui peut enrichir les connaissances en fait des parties prenantes, quoi. Donc c'est vraiment cette dynamique dans un système de santé qui est souvent le silo. D'un côté, il y a les chercheurs, de l'autre côté, il y a les praticiens, de l'autre côté, il y a ceux qui font la formation. Nous, on est vraiment dans cette approche systémique qui participe vraiment à amener un climat organisationnel, un contexte organisationnel complètement différent de ce qui se fait majoritairement sur le territoire. Bon, vous avez vu, si vous ne parlez pas beaucoup, nous, on est bavards. Ah voilà, Florence. Oui, moi j'ai aussi envie de dire en fait que il y a une part du partenariat patient en fait qui dépend aussi de la personnalité du patient. Bien Parce sûr. que c'est lui aussi qui va en fait qui peut, alors pas tout le temps, mais qui peut aussi être maître de la façon de s'investir dans le partenariat avec le professionnel qu'il a en face. Et ce qui est bien, en fait, c'est que s'il a un problème, en fait, quand on a un problème, on peut revenir vers vous et, et en parler. Mais depuis le début, j'écoute et je pense que c'est un petit peu comme quand on rentre dans une nouvelle entreprise, en fait. Ceux qui sont déjà en place, ils ont aussi des doutes sur le nouveau venu. Comme disait Nicolas, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure en fonction des deux personnalités. Oui, Mais absolument. Je trouve que tu as raison. C'est-à-dire, mais la personnalité de la personne va construire Oui, la relation qui est unique avec le médecin ou le clinicien, et ça va être une relation unique. Donc, il ne faut pas chercher à les standardiser. voilà. C'est chercher Et la je richesse. pense peut-être aussi que c'est pas non plus des partenariats figés, parce qu'on peut commencer à faire du partenariat avec un professionnel, et puis peut-être qu'au cours des rencontres, parce qu'on a bien vu que les patients partenaires et que la relation de soins, c'était des rencontres, que ça peut évoluer et qu'on peut aussi passer à un partenariat avec un autre professionnel ou à plusieurs formes de partenariat. Et en fait, c'est ça c'est cette ouverture en fait sur les possibles qui est intéressante, je trouve. Hmm. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. C'est- Yves, Oui, moi ce que je retiens plus ou moins, c'est que le travail qui reste à faire, c'est justement de favoriser ces fameuses rencontres entre patients partenaires et médecins. Et si quelque part le bas blesse, pour moi, c'est là. C'est-à-dire qu'on n'a pas assez de lieux formalisés, parce que ce que je comprends, c'est que la structure qui doit favoriser ces rencontres, et donc s'il y a un gros travail à faire, c'est effectivement sur les structures où on peut se rencontrer, se découvrir et puis pouvoir et faire en sorte que ces tandems émergent. Parce que à ce jour, j'ai plutôt l'impression que l'initiative, elle va venir toujours du médecin qui a envie de tester ça et qui peut rencontrer un patient, mais il y a le CI3P essaye de le faire, j'en suis conscient, mais les lieux et les moments de rencontre avec les médecins sont quand même assez rares, ou pour des patients un peu favorisés comme moi qui travaille un peu avec eux. Pour les autres, je pense que je pense que c'est quelque chose à réfléchir au niveau structurel. C'est-à-dire qu'on ait des points ou des lieux de rencontre ou des moments de rencontre si on veut, à un moment donné, engendrer un peu plus de tandem. ben, c'est la raison pour laquelle on a la dernière fusée, on va dire, du dispositif avec les groupes de Bali qui l'a adapté. Alors, Mmh. ce sont des professionnels qui sont déjà en tandem, mais ce qu'on a vu auparavant, ce qu'on a vu par exemple quand on a commencé cette initiative à Montréal, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un médecin qui s'empare du truc et qui, dans un réseau ou dans un établissement de santé, va demander à ce qu'on se rencontre tous et qu'on discute de ça.
Et il y aura des patients partenaires, il y aura des gens qui ne sont pas du tout dans le partenariat et des équipes qui sont dans le partenariat dans le réseau, Mmh. dans l'établissement de santé. Et donc, à un moment, ça prend comme ça. Et après, la chose, c'est effectivement de former suffisamment de personnes, parce que pour l'instant, en gros, on est à petit niveau, donc c'est un peu Jean-Michel et moi qui sommes le tandem d'accompagnement de tout. Mais demain, il faudra 15 ou 20 tandems Mmh. d'autres pour pouvoir accompagner. Et ça, on travaille aussi là-dessus, à documenter ça. Et on va le faire au fur et à mesure, hein, c'est sûr, hein. Mais tu as raison. Je crois qu'il y a Florence qui a relevé la main. Oui, en fait, c'est ce qui m'est arrivé cette semaine donc moi, je suis en tandem avec Isabelle Pourra, qui était qui a fait partie de l'équipe du Oui. DU. Et cette semaine, elle a demandé à son établissement si je pouvais assister à une réunion euh, éthique sur le fonctionnement des professionnels dans le groupe. Et donc, j'y suis allée, elle m'a présenté, je suis intervenue dans la réunion, mais en fait, après, on est venu me voir. Donc, Isabelle aussi a insisté sur le fait qu'il y avait en fait beaucoup de patients partenaires sur la région grâce au DU. Et à la fin, on est venu me voir en me disant, alors, si on a besoin d'un patient partenaire, on peut vous contacter. Et en fait, c'est comme ça que ça marche. Et j'ai dit, oui, bien sûr. Et ils m'ont dit, bon, d'accord, on va y réfléchir parce que dans leur groupe, il y a un EHPAD, il y a donc une autre unité de diététique et il y a aussi des instituts en santé mentale. Et donc, en fait, c'est ça l'idée, c'est aussi à nous, patients partenaires, d'aller dire qu'on existe et qu'on est là, de se faire connaître, hein. Comme on l'avait fait avec Magali et avec Joël à la journée du CRES, par exemple. Exactement. Mm. Voilà. Ouais, j'ai eu une expérience similaire, c'est-à-dire au niveau de l'IFSI, Croix-Rouge, en fait, on a la formation des cadres de santé. En fait, on a, avec Céline Tisseur, avec Frédéric Haas et avec Sébastien Audibert, en fait, donc on a présenté le partenariat patient et il y avait 40 cadres de santé. Et donc, on leur a dit, voilà, si vous voulez utiliser ces méthodologies d'introduction des patients partenaires, vous contactez le CI3P, puis on va vous accompagner pour mettre ça en place. Voilà. Donc, on a fait ça il y a un mois. On va prendre une dernière question et puis quand on a dit que ça durait 1 heure, on va clore. Lisa? Merci beaucoup, Luigi. Alors déjà, un grand merci pour ce second webinaire. C'est toujours tellement passionnant. Moi, alors, c'est plus une réflexion qu'une question. Euh, Depuis un certain temps, je me pose, parce que j'entends aussi des formations qui se mettent en place sur justement comment travailler ensemble, comment co-construire avec un patient partenaire. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi il faut faire des formations sur apprendre à co-construire avec un patient partenaire. Et ça rejoint un peu ce que disait Florence tout à l'heure sur quand on vient dans une entreprise. Finalement, quel que soit le poste qu'on a, le statut qu'on a, cette question de savoir travailler ensemble, comment travailler ensemble, si on doit faire une formation, on devrait la faire pour tout le monde, dans le sens qu'elle ne devrait pas être adressée spécifiquement à un binôme patient-partenaire professionnel de santé. Parce que sinon, j'ai l'impression que c'est... Oh, il y a un chat qui passe. Sinon, j'ai l'impression que on va encore nous mettre dans une case où, parce qu'on est des patients partenaires, il faut apprendre à travailler avec nous parce on n'est pas... je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Et je me disais, si je pousse la réflexion un peu plus loin, je me dis, est-ce que on est obligé de passer par cette phase d'apprentissage à travailler ensemble parce que
le patient partenaire est encore un acteur qui, pour certains, en tout cas le profil n'est pas encore bien défini ou n'est pas encore bien clair pour les professionnels, et donc ça les rassure ou ça les rassurerait d'avoir cette formation de co-construction. En tout cas, ça me questionne depuis un certain temps, et je voulais partager ce questionnement avec vous. Alors, tu veux répondre, Nicolas, ou j'y vais? Oui, ben, je crois que ce genre de... Est-ce que le changement qu'on vise, c'est un changement culturel? Hein, il y a beaucoup de dimensions à votre question. Et effectivement, c'est d'abord, il faut former les deux. Un des principes d'intervention au CEPP à Montréal, ça a toujours été, ça prend deux, le clinicien et le patient. Mais je suis d'accord que c'est pas juste eux, là. Il faut tout le personnel de soutien. Il faut que tout le monde, que ça intègre comme une culture, comme on n'y pense plus. Comme par exemple fumer maintenant. Je sais pas si chez vous, vous pouvez fumer dans un corridor d'hôpital. Autrefois, ça a été le cas, on pouvait. Mais maintenant, on ne peut pas. Donc, il y a des mécanismes qui permettent de changer les cultures. Il faut juste donc les arrimer et les faire. Et je pense que du point de vue des patients et des proches aidants, c'est clair que c'est un changement souhaitable. Tout comme on ne veut pas de cigarettes dans les corridors de l'hôpital ou de fumée, ben c'est souhaitable pour les patients. Donc, il y a une pression. Et je pense qu'il y a des conditions un peu favorables à ça. Il y a évidemment un ressac important, mais ça ne veut pas dire que pour autant qu'on peut empêcher le changement culturel qui doit s'opérer dans les institutions. Et le cadre qu'on a présenté aujourd'hui, celui de Guedes, la structuration organisationnelle, nous donne des prises sur quels sont les éléments qui pourraient permettre ce changement culturel et d'aller au-delà simplement de la relation patient-médecin. C'est un peu ça votre question, n'est-ce pas? Et puis moi, je ferai un complément à ça. En fait, tout ce qu'on entend dans la structure, c'est vraiment le truc de mettre les gens à part, qui sont dans un monde de la santé, mais pas que dans la santé, hein, mais dans la santé, en fait, souvent quand on fait une recherche sur la santé, on isole des éléments et puis on met ces éléments en action les uns avec les autres et on voit ce qui se passe. Donc c'est hors sol, en fait. Et ça, c'est un peu le réflexe sur le même modèle d'imitation de la manière dont on forme. On les forme dans un endroit à part, et puis quand ils viennent dans les milieux, ils vont devoir s'adapter. La formation, ça peut être aussi, par exemple, les dispositifs qu'on met en place avec les groupes d'analyse de pratique et les choses comme ça, qui font qu'en fait, on accompagne sur le terrain en fait ce qui se passe. Et cette culture-là, elle n'est pas du tout passée pour aujourd'hui. Nous, par exemple, au Centre d'innovation et partenariat avec les patients et le public, on a des patients, on les a en entretien et il s'avère qu'en fait, ils ont les compétences. On n'a pas besoin d'aller les former par-dessus. On leur fait une séance d'information, de sensibilisation d'une heure avant le dispositif pour leur donner tous les éléments, parce qu'on mobilise leurs compétences, hein, les services partenaires à travers des compétences. On sait bien que si on doit s'adapter à un environnement, eh ben, les compétences sont inhibées, on ne peut pas pleinement mobiliser ces compétences pour mobiliser ces savoirs expérientiels. Donc on leur donne un maximum d'éléments de l'environnement dans lequel ils vont être. Comme ça, ils sont déjà un peu rentrés, puis on les accompagne. Et on va les accompagner. Et à Montréal, par exemple, ce qu'on a fait, on a accompagné des milieux de soins sans les mettre en formation à part. Il y a une sensibilisation de c'est quoi les essentiels et les éléments. Et puis après, on a en fait une supervision de groupes qui sont en action et qui apprennent ensemble dans la situation en fait à grandir. Donc c'est une culture, mais c'est une culture qui n'est pas du tout adoptée à l'heure actuelle, mais ça on voit. Donc nous, on forme des patients et des professionnels qui souhaitent être formés, mais on peut aussi, en fait, suite à des recrutements, co-construire le dispositif avec eux et voir en quoi, en fait, ces compétences, elles sont mobilisées et mobilisables. Et ça, c'est vrai qu'en France, c'est pas trop de coutume, quoi. Alors, en Suisse, parce que Lisa, tu es en Suisse, je pense que c'est encore moins le cas, mais je connais pas aussi bien la Suisse que toi. Merci beaucoup pour en tout cas, vos interventions et vos précisions par rapport à ma question. Merci. Alors, on va s'arrêter là pour ce soir. On a dit que c'était des webinaires qui duraient 1 heure. Le prochain webinaire, je crois qu'il a lieu le 20 janvier, mais je vous préciserai la date. Et ça sera avec Clémence Hayen,
qui est une anthropologue qui a fait un Master 1 et un Master 2 sur l'implication des patients dans la formation des études de médecine. Je crois qu'elle a fait aussi un peu en sciences dans la collaboration interprofessionnelle dans son Master 2. Et donc, elle viendra faire une restitution en fait de ses travaux de recherche sur le sujet. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous, d'avoir été aussi attentif. Et puis, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, ou pas de fêtes, mais d'une bonne fin d'année. Et on vous retrouvera avec plaisir très bientôt.